Alors, bonjour à tous et à toutes qui nous regardez en replay sur YouTube. Aujourd'hui, on va parler du logiciel PHPP avec Bernard Crozel. Bernard Crozel est un formateur au sein de l'équipe Twiza et il est donc spécialiste, architecte spécialiste de la thermique et c'est son sujet de prédilection. Il va nous en parler aujourd'hui. Si vous êtes intéressé par en savoir plus, vous aurez en description le lien vers les formations qu'il propose et puis également vers le replay de ce live. Voilà. Donc c'est dit. Bernard, comment vas-tu? Alors moi, ça va très bien. C'est mon informatique qui est un peu défaillante. On vient de se payer plein de sessions de formation, ça marchait impeccable. Et juste aujourd'hui, c'est la cata. J'ai pas de... Bon, ma caméra refuse absolument de passer dans Zoom. Et voilà, c'est la cata. Il n'y a aucun problème. Les lois de Euh, l'informatique sont parfois impénétrables et puis ça nous épargnera de voir voilà. l'auréole sous tes bras avec toute Et cette Microsoft, en technique. plus, me fait des blagues. Enfin, voilà. Très bien. C'est les aléas de la télétransmission. Faut savoir que c'est pas exactement toujours ce qu'on souhaite. Alors, moi, pour juste me présenter rapidement, je suis architecte, officiellement en retraite, mais en fait très moyennement. Adhérent de Twiza depuis 2018. J'ai construit ma propre maison en maison passive. Et c'est comme ça que j'ai connu Twiza d'ailleurs, et j'ai fait un chantier participatif sur plusieurs domaines. Et comme j'ai trouvé l'ambiance très sympa, ben, j'ai dit pourquoi pas faire partager un petit peu ce que je sais euh, à tous ces gens qui retroussent les manches pour faire leur maison et s'entraider. Donc voilà, un peu dans cette philosophie. Top. Donc moi, je me suis spécialisé dans les maisons passives depuis les années 2000. J'ai eu la chance d'avoir un premier client qui lui était un maniaque des statistiques. On a fait une maison un peu au doigt mouillé parce qu'à l'époque, je n'avais pas ce logiciel. Et lui s'est muni de thermomètres enregistreurs dans tous les domaines dans la maison, à l'extérieur, etc., etc. Ensuite, il a fait la recollection de toutes les courbes et on en a déduit que sa maison faisait 7 kWh de mètre carré par jour, ce qui était très bien pour une maison passive qui doit en avoir au maximum 15. Et puis quelques années plus tard, j'ai fait la formation sur ce logiciel et vous allez voir que c'est quand même très très intéressant. Alors, je ne sais pas, il y avait des questions, Gauthier, qui étaient posées. On peut peut-être commencer par là. Tu veux qu'on commence par la question? Absolument aucun problème. Du coup, j'ai annoncé que on allait d'abord commencer. Je pense question, tu veux dire le sondage, hein, c'est pour savoir un petit peu où est-ce qu'on en est au niveau de l'audience sur les terminologies. Et deuxième bonne nouvelle de la journée, je pense savoir pourquoi les sondages ne fonctionnaient pas. Donc ça, je vais partager. Ne vous inquiétez pas, ça n'a rien à voir et je vais lancer tout de suite le sondage avec, enfin le vrai bon sondage que vous attendez, qui est celui-ci. Et regardez ça, magie, magie. Normalement, vous l'avez. La question est la suivante. Donc, quelle est votre maîtrise du vocabulaire? Si on vous dit lambda, U, déphasage, vous, qu'est-ce que vous dites? Option un, c'est du chinois. Option 2, je connais de nom, mais ça reste encore flou. Option 3, je comprends la théorie, mais je ne sais pas vraiment faire les calculs. Et option 4, superstar, vous êtes très à l'aise et vous attendez juste de voir le logiciel PHPP. Voilà, dites-nous dans les commentaires. Voilà, la moitié d'entre vous ont déjà répondu, c'est très très bien. Et puis on voit que, voilà, pour l'instant, la tendance est mixte entre vous êtes déjà bien à l'aise avec le vocabulaire. Donc, on a des options 4, des très à l'aise, vous êtes 15, vous êtes 14 à connaître, mais bon, ça reste encore un peu flou. Donc, il va falloir quand même préciser deux, trois choses. Vous êtes 11 qui comprenez la théorie, mais n'êtes pas vraiment à l'aise avec les calculs. Et puis, c'est du chinois pour 5 d'entre vous. Voilà un petit peu pour les retours. Et ça nous permet eh ben, ça nous permet de savoir par où et par quel bout on commence cette discussion. C'est bon pour toi, Bernard? Alors, par rapport à ça, moi, ma première remarque, enfin, ma première, euh, comment dire, expression sur cette question-là, c'est de dire
attention, ne vous noyez jamais dans les termes techniques ni dans les acronymes. Essayez de comprendre comment ça se passe. C'est la première chose à faire. Changer du registre, je copie les techniciens et je suis très à l'aise avec les mots et comme ça, je m'embrouille, je ne sais plus où j'en suis. Et essayez de comprendre comment ça marche. Alors, comment ça marche? Première loi de la thermodynamique, le chaud va toujours vers le froid pour égaliser les températures. C'est un principe général. Alors, on le comprend bien quand on voit une casserole ou un plat qu'on doit prendre à la main et qui est chaud, on va chercher une manique pour ne pas se brûler. Parce qu'on sait que la température chaude du plat va vous passer dans la main et ça fait souffrir. Les maisons, c'est pareil par rapport aux petits oiseaux. Vous chauffez la maison, les calories foutent le camp dehors et chauffent les petits oiseaux. Et attention, première erreur, parce que c'est pas intuitif, quand il fait froid dehors et que vous avez mal chauffé la maison, vous vous dites, oh là là, le froid rentre dans la maison. Non, c'est pas vrai. Le froid ne rentre pas, c'est votre chaleur qui fout le camp à l'extérieur. On est toujours dans le sens d'un échange du plus chaud vers le plus froid. Et ça, faut le comprendre au départ. Ce qui veut dire, très concrètement, après, quand on parle de la résistance thermique du U, hein, du R ou du U, c'est que le R, donc la résistance thermique, c'est juste une valeur qui intéresse les marchands. Pourquoi? Parce que plus le R est gros, plus c'est isolant. Donc le marchand est content, il vous vend un meilleur produit que le concurrent. Sauf que pour comprendre comment ça se passe, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est connaître la valeur U, c'est-à-dire quelle est la capacité de déperdition de comment la chaleur va passer au travers de l'isolant que vous avez choisi. Donc dans notre calcul PHPP, on va toujours s'intéresser au U et pas au R. Donc, il faut Alors après, résumer, il faut si avoir vous un avez beau petit U. l'habitude de comprendre ce que veut dire un R, eh ben vous faites 1 sur U et vous avez le R. Le R, c'est 1 sur U et le U, c'est 1 sur R. Hein, voilà. Alors, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le lambda. Alors, le lambda, c'est la conductivité d'un isolant. Euh, plus cette conductivité est faible, plus le matériau est isolant. Un bon matériau isolant, ça va être un lambda de 0,04. Première erreur aussi à bien comprendre. Quand on vous parle de matériaux qui sont à la fois porteurs et à la fois isolants, méfiez-vous parce que vous avez un zéro de moins. Un parpaing en chanvre, par exemple, ça va être 0,3 et pas 0,03. Sauf le seul, comment dire, matériau qui peut être à la fois porteur et qui est isolant, c'est la paille. À la paille, vous êtes à 0,04 qui servent en porteur ou qui servent en isolant. Et quand il fait les deux, ça marche. C'est le seul isolant qui soit à la fois isolant et porteur. Les autres, vous divisez par 10 la capacité isolante quand vous les employez. Euh, Dernière chose encore par rapport au lambda. Le lambda, c'est quelque chose qui ne sépare pas le- la transmission intrinsèque du matériau et l'effet de surface du matériau. Et là, c'est une option qu'il faut aussi avoir en mémoire, c'est qu'un matériau, en fonction de la surface qu'il a, il va avoir une émissivité qui va être plus ou moins importante et une réceptivité plus ou moins importante. À la fois son état de surface, hein, le grain ou le lisse, et à la fois la couleur. Vous savez intuitivement qu'une couleur noire va absorber beaucoup plus de chaleur qu'une couleur blanche. Et une surface très granitée, qui en fait a une surface développée très importante, est beaucoup plus
absorbante ou émettrice qu'une surface absolument lisse ou brillante. Donc ça, ce sont des facteurs qui vont entrer aussi en compte quand on va commencer à savoir où on met les pieds dans le logiciel et dans le fonctionnement de la maison. Est-ce que je suis clair dans tout ça? Alors, si tu me demandes moi, voilà, tu es très clair. Donc, Alors, la est-ce qu'il y a des surface de questions par rapport contact à est ça? très importante. Et si vous voulez dans le chat, voilà, faire des petits pouces si on continue ou s'il y a des points qu'il faut éclaircir, n'hésitez pas à nous le dire. Et puis, n'hésitez pas non plus entre vous, s'il y a des choses que vous savez, puisqu'on est quand même pas mal d'experts, j'ai l'impression ce live. S'il y a des choses que vous savez et qu'il y a des questions dans le chat que je ne vois pas, n'hésitez pas à apporter votre grain de sel aussi. On continue? On continue. Bon. Alors, une fois qu'on a dit tout ça et que vous avez bien en tête que c'est la chaleur qui est à l'intérieur qui fout le camp à l'extérieur, vous allez comprendre très vite que plus on met des isolants importants, moins on va dépenser d'énergie pour maintenir la température comment dire, de la maison. Alors, c'est ce qu'on va faire dans le logiciel avec plusieurs, comment dire, données qu'on va rentrer et que je vais expliquer au fur et à mesure. Alors, vous arrêtez s'il faut repartir sur un élément parce que vous allez voir, c'est pas bon. La première chose qu'on va rentrer, c'est le climat. Alors, est-ce que moi je peux supprimer ça? Vous, le- est-ce que vous voyez le sondage dans votre... On voit la courbe, oui. On voit la courbe à droite avec et puis le tableau dessous. Est-ce que tu utilises Mac ou Windows, Bernard? Là, je suis sur Windows, oui. Est-ce que tu pourrais taper la touche F11 qui normalement fait un agrandi l'écran? C'est- Il me semble. Ouais, c'est ça. F11. Ou alors aller dans affichage pour faire grand écran, comme ça on a un peu plus de contexte. Alors, attends, là, est-ce que c'est mieux? Non, pas encore. Non, non. Hein. C'est petit ce que... Non, parce que moi, je peux balader la feuille. Hein. Donc F11 ne fonctionne pas. Là, j'ai pas de F11, je sais pas où il est. Ok. J'ai F2, F12, F13, bah, pam, 14, 15, 16, 17, 18. Ah, Ok. F11. Ah, pardon. Ouais, Voilà, ça fait quelque chose. pas pour l'instant. Hein. Alors, moi, normalement, Bah écoute, je dois pouvoir déplacer la feuille. non, non, c'était juste pour enlever, tu sais, tout ce qu'il y a au-dessus, là, tout ce qui va être fichier, édition, et puis les éléments de mise en page. Mais c'est pas grave, continue, Bernard, si c'est ça, c'est ça. Ou mettre en mode lecture, nous dit Nathalie. Mais bon, n'appuie pas sur un bouton qui risque de faire tout exploser, c'est pas le but non plus. Bon, alors attends, moi je vais balader ça ici. Est-ce que là est-ce que vous voyez la courbe là, à droite? Oui, rouge, Vous verte. voyez la courbe à droite là? Oui, Bernard. Ça va? Bon. Alors cette courbe, c'est la courbe des températures de Toulouse. Hein. Alors dans le logiciel, vous voyez sur la gauche où est ma flèche? Bon, là, vous avez un déroulé, voyez, voilà, toutes les villes s'affichent. Vous trouvez au plus près, voilà, c'est la première chose. Ça, c'est le climat de votre. Donc, je reste sur Toulouse. Donc, c'est la première chose à rentrer, parce que bien évidemment, là-dessus,
Ça va déterminer beaucoup de choses sur l'évolution de votre maison. Alors, il y a un paramètre à rajouter. Moi, c'est une maison, vous voyez, on a mis 152 mètres. Il y a l'altitude qui compte aussi. Bon, alors je passe assez vite, c'est pas compliqué ça. Ensuite, on va rentrer dans le dur, c'est-à-dire qu'on va rentrer. Alors là, moi, il faut que je balade ça dans l'entrée des valeurs U, les fameuses valeurs U. Alors là, vous avez des exemples. J'espère que vous les voyez. Vous voyez, Oui, oui, on voit, on on a voit. rentré un mur avec un placo-plâtre, le lambda, donc ce qui est des watts par mètre par kilo par degré Kelvin, hein. Donc le placo c'est 0,3. On a une lame d'air. Alors dans une partie, non, attendez, je vais prendre l'exemple suivant parce que là on complique déjà un peu. Voilà un sol. Vous voyez, description sol 1. Donc qu'est-ce qu'on va mettre dans le sol? On a un carrelage avec un lambda de 1, 15 mm. On a un béton armé avec un lambda de 2,4, avec le béton pas vraiment un isolant. Et on en met 300 mm. Et puis après, on a un isolant. Alors lui qui est un super isolant, à 0,028 de lambda. Et on va en mettre 100 mm. Ça va nous donner un U de 0,262. Alors pour les gens qui sont habitués à comprendre plutôt les R que les U, et j'en connais souvent, je vais vous faire la traduction. Donc un U de 0,262, ça fait un R de 3,81. Hein, on fait 1 sur R, 1 sur U et on obtient le R. Donc si ça vous parle plus, c'est pas grave. Moi, je sais qu'il y a des clients, je leur parle U, ils comprennent pas. Je refais cette petite division et hop, ils comprennent tout. Est-ce que ça va? Alors ça va, Bernard. Il y a juste Sarah qui trouvait que c'était un petit peu technique et merci à Sylvain d'avoir précisé. Mais voilà, c'est juste les points sur le U et le R qui avaient besoin d'être clarifiés, mais ça l'a été dans les commentaires si c'est pas clair pour vous non Voilà. plus. Alors, Voilà. je répète, le U, c'est la capacité d'un isolant à laisser passer la chaleur. Hein, c'est les fuites de chaleur à travers l'isolant. Et le R, c'est la capacité de résistance d'un isolant. Hein. On compte soit ce qui perd, soit ce qui ne passe pas. Mais pour nous, parce qu'on va travailler sur l'isolation d'une maison, ce qui nous intéresse, c'est la fuite de chaleur. Donc, c'est le U. Très bien. Et il y a Cédric qui a levé la main. Alors, a priori, on ne fait pas intervenir dans le live parce que Bernard a déjà son programme. Mais Cédric, étant donné que tu as levé la main, si tu voulais demander quelque chose? Je suis navré. Bonjour, c'est promis, je le ferai plus. Il n'y a pas de problème. Euh, Là, je vois qu'on calcule donc les U des parois élément par élément. Et logiquement, quand on fait ce genre de calcul, il y a des résistances superficielles. Est-ce que on en tient compte? Est-ce que c'est comment ça se passe par rapport à ça? Oui. Alors, tu fais bien de le dire, c'est-à-dire qu'en haut, alors Ah, sur je un l'avais pas sol, vu. évidemment, vous avez Je l'avais pas vu. la résistance superficielle. Là, on rentre un 0,10 et en extérieur, on est 0 puisqu'on est sur le sol. Et autrement, quand on est sur un plafond, par exemple, on va rentrer 0,17 en R intérieur et un 0,04 en extérieur. Voilà. Ok, Et je ne voulais merci. pas trop compliqué pour le départ, hein. Et on Mais a c'est Sarah qui tout à demande fait. comment on arrive à 0,262. Alors, ça, c'est le logiciel qui le calcule à partir des lambda qu'on a installés là et des épaisseurs qu'on a installées là. Par exemple, si au lieu d'un isolant, comment dire, qu'est-ce qui se passe là? Ouais. Un isolant 100, si je le change, par exemple,
je mets un isolant de 50, hein. Hop, je double le R, le U, pardon. Donc je vais diminuer le R par 2. Si au contraire, j'en rajoute, si je mets 150 au lieu de 100, voilà, j'ai un U de 0,179, donc qui va être plus important. Puisque ce qui nous intéresse, c'est plus le U est faible et meilleur on va se porter. Alors, je vais passer peut-être, parce que là, on peut discuter longuement, mais un des intérêts de ce logiciel, c'est que pour chaque paroi, on va pouvoir ajuster la bonne isolation, celle qui permet de dépenser globalement le moins, mais en ayant fait le tour de la maison. Là, je vous montre ça parce que c'est ce qu'on rentre dedans, mais attention, on va passer à la feuille suivante qui est les surfaces. Et là, on va rentrer toutes les surfaces de la maison. Donc là, vous voyez le tableau, je pense, si c'est clair, hein. Là, on va parler des fenêtres après, hein. Le mur nord, là, on a deux murs est différents, un mur sud-est, un mur sud, un mur ouest, etc. Et puis à la fin, on a le sol, le plafond et un bout de toit qui est différent des autres. Voilà. Donc là, c'est tout bête. Soit on rentre les dimensions longueur-largeur, hein, soit on a le calcul qui est déjà tout fait, on le rentre là. Puis si on a des moins, ben on les retire là. Vous voyez, là, par exemple, comme il y a deux trucs, on fait le calcul total, on retire celui qu'on va rajouter en dessous pour avoir quand même la somme des deux qui soit égale à la vraie surface des, comment dire, de la maison. Est-ce que c'est clair ça? Oui. Bon. Je pense que Alors, c'est une clair. fois qu'on a fait ça, on va. Alors, je décale la fenêtre, mais vous voyez, c'est toujours sur ce truc-là. Et on a des paramètres supplémentaires qu'il va falloir ajouter. Et là, comme par miracle, on va retrouver les données des parois qu'on a rentrées dans les valeurs U. Vous voyez là, je clique ici, et là, j'ai toutes les parois que j'ai rentrées et celles qui sont déjà dans l'ordinateur, hein. Donc là, c'est un mur, ben, j'ai mon U correspondant au mur. Il est là. Voilà. Et on vous dit 0,118, 0,118, voilà, voilà, voilà. Et puis mon plafond, alors 0,1, 0,1, ça c'est des trucs que je ne vous ai pas montrés, mais qui sont déjà rentrés dans le logiciel. Ok. Là, on va commencer à avoir un formatage de l'ensemble de la maison, hein, de l'enveloppe, parce que avec le PHPP, on travaille toujours sur l'enveloppe. Et on a ici une colonne dans laquelle on va rentrer l'orientation. Donc 0 si c'est au nord, 90 à l'est, 180 au sud, 270 à l'ouest. Voilà. On va l'inclinaison par rapport, rentrer l'inclinaison par rapport à l'horizontale. Donc le sol et le plafond, on considère c'est horizontal, et les autres, bon, et là, on a un plan incliné, donc on va rentrer l'angle par rapport à l'horizontale. Ça va? Après, on remet ensuite des petits paramètres ici en fonction de comment dire, la couleur ou le matériau, hein, qui est à l'extérieur. On vous dit par exemple, le noir c'est 0,95, la tuile c'est 0,8, une couleur blanche c'est 0,4, etc., etc. Et puis l'émission à l'extérieur, eh bien, un matériau normal, entre guillemets, euh, ça va être 0,9. Et puis, si on a un matériau reluisant, hein, une surface aluminisée par exemple, on va rentrer 0,15. Alors ça, je reviens un peu là-dessus, c'est ce qui, c'est pas directement le PHPP, mais c'est
quelque chose sur lequel moi je suis très regardant, ce qui concerne l'émissivité. Et là, ça va concerner plutôt le confort d'été, et vous allez comprendre pourquoi. Quand on intercale entre une source de chaleur radiante, comme le soleil, et un miroir thermique, c'est-à-dire une feuille d'alu bien lisse, on va couper l'émission de l'autre côté de la feuille d'alu. Et ça, c'est très intéressant parce que vous avez sans doute entendu parler, on vous parle beaucoup de, comment dire, du passage de la chaleur dans un isolant, notamment de toiture, le fameux déphasage. On va vous dire, eh bien, au bout de 5 heures, au bout de 24 heures, au bout de 12 heures, etc., votre isolant est chaud. D'accord. Mais meilleur moyen pour qu'il ne chauffe pas, c'est de ne pas rentrer la chaleur à l'intérieur de l'isolant. Et là, la feuille d'alu sous les tuiles, vous ne pouvez pas savoir le bénéfice que vous en tirez parce que ça va couper 80, à 90% ou 85% de la chaleur qui normalement serait passée sous les tuiles. Ok. Donc ça, c'est ce que vous allez retrouver dans ce facteur émission à l'extérieur, Alors, est-ce que je peux me permettre d'intervenir, absorption à Bernard? l'extérieur. Pardon? Je peux me permettre d'intervenir Oui? sur, juste pour remettre un petit peu de contexte pour tous ceux qui nous regardent avec les différents niveaux les différentes approches que vous pouvez avoir selon votre niveau. Là, on est en train de voir le logiciel PHPP, comment ça fonctionne, donc avec tout un petit peu les points techniques, les réglages qu'on peut en faire. Maintenant, ce logiciel, beaucoup d'entre vous ne l'ont pas, n'y auront peut-être pas accès, et je sais qu'il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées en amont. Donc, je vais te demander, Bernard, si c'est jouable. Là, on a vu un petit peu le comment. Donc, on est beaucoup dans du technique, on est beaucoup dans des choses un peu fines. Est-ce que tu pourrais nous expliquer plutôt le pourquoi? Parce que là, l'exemple avec la feuille d'alu est super pertinent. Et je pense que ceux qui sont là, ils sont aussi beaucoup pour ça, pour avoir pour entendre des bonnes idées ou des bonnes suggestions, des solutions. Et surtout, voilà, pourquoi est-ce qu'il faut faire ces calculs? Comment est-ce que on fait ces calculs? Est-ce qu'on peut les faire soi-même? Est-ce que c'est une mauvaise idée? Quelles sont les erreurs courantes qu'il peut y avoir? Donc l'idée, c'est pas de trop transformer ce live en quelque chose de très technique, en tout cas qui rentre en détail dans les capacités techniques de l'outil, même s'il faut en parler. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Oui. Alors, attends, moi, D'autant plus qu'on a eu beaucoup de questions et que peut-être que le répondre à une partie des questions qu'on a déjà pu avoir, ça permettra aussi de mettre en lumière l'intérêt de ouais. l'utilisation de ce logiciel. Alors, Et en passant, tant que j'ai la parole, je me permets, il y a la formation donc, que donne Bernard où il va rentrer vraiment en détail dans comment utiliser ce logiciel et oui, comment le vous, mettre au vous avez service. manipulé en fait le logiciel. Écoute, est-ce que toi tu allais, parce que moi si je rallume, Les questions, oui, je les ai, je comment peux te les dire, donner sans problème. oui, alors voilà, c'est ça, vas-y, et puis j'essaie d'y répondre au fur et à mesure. Voilà. Du coup, j'ai aussi mis un petit sondage. Comme ça, on voit où vous en êtes. Vous avez presque tous répondu de savoir quelle est la typologie de votre projet. Là aussi, ça va nous aider à savoir sur quelles questions on priorise. Est-ce que c'est du bâti ancien? Est-ce que ça va être de la rénovation plus récente des années 50-80, donc par pain-brique, qu'on appelle voilà, conventionnel? Est-ce que c'est de la construction neuve ou est-ce que c'est un projet que vous n'avez pas encore votre projet et que vous avez besoin d'orientation pour le définir? Donc pour l'instant, beaucoup de bâtis anciens et puis une égalité entre pas encore de projet et puis construction neuve, donc très peu de rénovation dans une maison plus récente. Voilà, si vous voulez continuer à répondre au sondage, vous pouvez le faire doucement. Et puis je vais prendre les questions. Euh, Donc, encore une fois, les questions sont aussi des questions techniques. Ça va être compliqué de pas rentrer, ça va être compliqué de répondre à tout le monde. Donc, je vous donne beaucoup d'indulgence si votre question ne passe pas. On va commencer peut-être avec tout ce qui va être confort d'été, puisque tu en as parlé, Bernard. Donc, Lionel serait intéressé par le calcul de l'apport thermique d'une véranda. Alors, l'apport thermique d'une véranda, ça va, à partir de comment dire, de l'endroit où vous vous situez en France, hein, parce que c'est quand même très dépendant. L'apport d'une véranda, c'est
très intéressant, alors surtout si vous êtes dans le nord, beaucoup moins intéressant à partir du moment, je dirais, à une limite Nantes-Lyon, quoi, hein. En dessous, faut se méfier parce que la gestion de la chaleur d'été est un peu compliquée. Euh, pour ceux et celles qui ont un peu fouillé dans Internet sur les archives, etc., le souci de la véranda, c'est qu'il ne faut pas considérer, alors surtout si on veut mettre des plantes dedans, hein, parce que souvent c'est ça, la logique, on met des plantes, on est content, on arrose les plantes, on ne peut pas se servir directement de la chaleur de la véranda pour la faire rentrer dans la maison. Pourquoi? Parce qu'on va avoir un taux d'humidité qui n'est pas compatible avec un confort pour des habitants, disons, normalement constitués. Vous avez le choix. Soit vous avez les escargots et les limaces qui viennent dans votre maison, soit vos plantes, il faut mettre des plantes désertiques, hein. Alors, il y a moyen, il faut simplement avoir un échangeur d'air. C'est-à-dire que l'air de la véranda, il faut le faire passer à travers un échangeur pour que l'échangeur prenne de l'air à l'extérieur, se réchauffe par le contact de l'air de la véranda et vous renvoie de l'air réchauffé dans la maison. Mais j'ai eu encore le cas récemment des gens pour qui je fais construire là. Ils ont loué, ils voulaient se rendre compte, donc ils ont loué un gîte qui était une heurship. Et bah, au matin, ils avaient des escargots sur les casseroles et ils se sont aperçus que partout dans la maison, il y avait des moisissures. Donc Ok. voilà, ça c'est Donc, un truc, on joue pas avec le taux d'humidité. génial. Mais Ça, c'est. autrement, effectivement, alors on peut limiter une véranda à juste une utilisation chaleur pour l'été en prévoyant de bien la camoufler du soleil pour la saison chaude. Ok, génial. Je pense que c'est exactement ça que les auditeurs sont venus et pour lesquels ils se sont inscrits. Donc, merci pour ces infos. Et on va rester sur véranda et vitrage. Je te pose plusieurs questions qui ont été, qui sont en corrélation. Donc, de Annie, de Claire, de Lucie, de Laurence, qui demandent premièrement comment définir la surface vitrée d'une maison. Voilà, qu'est-ce qui va déterminer? Dans quel cas est-ce que le triple vitrage est recommandé? Dans quel cas il ne l'est peut-être pas? Est-ce qu'il existe d'autres manufacturiers que Saint-Gobain? Donc voilà, il y a des réponses, on pourra répondre un peu plus rapidement que d'autres. Et comment limiter les pertes énergétiques liées à une grande verrière en façade, type pignon vitré? Voilà, Bon. Alors, alors je reprends presque dans l'ordre. je te les rappellerai après. Comment est-ce qu'on détermine la surface vitrée d'une maison? C'est comme on a envie, hein. C'est un choix. C'est un choix de vie. Il y a des gens qui préfèrent d'avoir l'impression d'être dans leur jardin en étant dans tous les coins de la maison. Très bien. Bon. Une fois qu'on a dit ça, après, il y a effectivement la capacité isolante des vitrages qu'on va mettre. Plus on a des grandes surfaces, et ça répond à la dernière question, plus il va falloir prendre des vitrages de qualité. Et donc, sur des grands pignons, effectivement, on a sans doute intérêt à mettre du triple vitrage. Alors, il y a aussi des variations dans l'orientation, c'est-à-dire que tout ce qui est fenêtre au nord, il vaut mieux mettre a priori du triple vitrage. Pour les autres orientations, ouest, sud et est, ça dépend. Et là, c'est pas pour vendre ma salade, mais le logiciel est précieux parce qu'on peut rentrer et faire varier les vitrages, la qualité des vitrages et s'apercevoir que on va pas gagner grand-chose ou au contraire, on va gagner beaucoup en améliorant la qualité du vitrage. Alors, il faut savoir qu'entre le double et le triple, le double a un coefficient solaire qui est plus important, c'est-à-dire que la chaleur du soleil va rentrer de façon importante dans la maison, mais la déperdition va être aussi plus importante. Donc cet équilibre-là, il n'y a qu'un calcul fin avec le logiciel qui permet de savoir si le gain est supérieur à la perte ou la perte est supérieure au gain. Et ça va être notamment en fonction de votre situation géographique. Par exemple, si vous êtes en altitude, c'est sûr que la perte va être beaucoup plus importante que le gain parce que vous allez avoir des nuits avec des gelées, etc., etc.
Si vous êtes du côté de Marseille, peut-être que ça, c'est pas du tout intéressant. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez affiner. Mais le principe de, si vous voulez des grands vitrages, mettez des grands vitrages pour vous faire plaisir. Et les grands vitrages sont pas forcément au mètre carré plus chers qu'un mur super bien isolé. Donc c'est pas forcément la ruine si vous le faites. Alors c'est notamment le cas, je le dis parce que justement par rapport à ces systèmes de véranda, euh, quand on a une véranda, il n'y a aucun intérêt à avoir du double vitrage, même à l'extérieur. On peut passer avec des vitrages simples. L'intérêt de la véranda, c'est que ça chauffe quand ça peut et puis ça conserve le peu de chaleur que ça va. Simplement, c'est après, entre la maison et la véranda, que là, il faut mettre du bon vitrage. Et avec les changeurs d'air dont je vous ai parlé tout à l'heure. Euh, il y a encore une question là-dedans auquel j'ai pas répondu. Alors, c'était limité, ça tu as dit. Oups. Bon, le manufacturier, autre que Saint-Gobain pour les vitres. Oui, alors, oui, il y a d'autres manufacturiers. Il faut regarder sur Internet, regarder les fournisseurs. Alors, notamment en Allemagne, il y a plusieurs fournisseurs. Il y a euh, comment dire, il faut chercher, quoi. Mais c'est sûr qu'on tombe très souvent sur Saint-Gobain, hein, Hmm. faut le dire. Ok. Alors, Laurence nous demande, avec les constructions bois et isolation fibre de bois 160 mm, est-il possible d'avoir du confort d'été, surtout avec les canicules actuelles? Bah, écoute, je pense que tu as déjà plus ou moins répondu, mais je te laisse reprendre. C'est en tant qu'isolant seul, ça va être un peu faible en isolant, et y compris en été et en hiver. Et surtout, en été, il faut adjoindre un pare-pluie, parce que vous avez besoin d'un pare-pluie, forcément. Et ce pare-pluie, prenez-le aluminisé, enfin même en feuille d'aluminium, euh, parce que ça va vous couper l'émission extérieure vers l'intérieur. Et en toiture également, hein, dans les murs en toiture. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Juste une petite aparté. Moi, j'ai été très réticent à l'aluminium pendant très longtemps, jusqu'au jour où quelqu'un m'a fait la démonstration suivante. Combien coûte en énergie grise un mètre cube d'aluminium? Réponse, 600 000 kWh. Donc c'est énorme. Mais combien de feuilles d'aluminium de 10 microns fait-on dans un mètre cube? Je vous laisse trouver la réponse. Alors, j'avoue que je lisais les commentaires, je suis désolé. Alors, quelqu'un peut-il faire le calcul? Je vois Cédric qui rigole. Alors, on a Andreas qui nous dit 1 million. On a Pierre-Yves Tanu qui nous dit 1000 mètres carrés. On a 100 millions pour Sylvain. Non, c'est 100 000. 100 000. Donc, voilà. Ce qui fait que une feuille d'alu d'un mètre carré est aussi dépensière en énergie grise que du chanvre en 80 mm. Wow. Donc, on peut l'utiliser. C'est pas anti-écolo de l'utiliser pour ça. Alors, bien évidemment, je ne parle pas des menuiseries en aluminium, hein, des profils en aluminium. Ça, c'est effectivement très conducteur et ça sert à rien. Mais une feuille d'alu entre deux lames d'air, parce qu'évidemment, comme c'est conducteur l'aluminium, si ça touche quelque chose, ça marche plus. Il faut que ça soit effectivement entre deux lames d'air avec le minimum d'intercalaire pour l'arrêter. Alors, si on a 5 minutes, je vous ferai une petite digression sur ce qu'on appelle les isolants minces multicouches. Mais j'en parle pas maintenant tout de suite. On verra s'il y a du temps. Donc, est-ce que c'est clair ça par rapport à l'histoire Euh, ne Manu pas faire demandait rentrer la chaleur? la Comment? perspirance de la feuille d'alu.
Alors, il n'y a pas de perspirance, c'est étanche. Sauf que comme vous la mettez entre deux lames d'air, eh bien, cette lame d'air entre le matériau qui est... Alors, par exemple, si vous avez un mur en bois avec comment dire, un voile travaillant en OSB, l'OSB, lui, il est perspirant. Donc, il va décharger sa vapeur d'eau dans la lame d'air entre lui et la feuille d'alu. Donc, il suffit que cette lame d'air soit, entre guillemets, légèrement ventilée, hein, et c'est jamais étanche, en fait, ce genre de lame d'air, pour que si jamais il y avait un point de rosée qui apparaissait sur l'OSB, bah, ça diffuse et puis la condensation disparaît. Voilà. Ok, ok, top. Là, ce qu'on va Il faire, faudrait surtout pas, alors ça veut dire, hein, pour être clair, surtout ne jamais coller la feuille d'alu sur l'OSB, hein, pour le dire très concrètement. Ok. Il y a Nathalie qui demande quel est l'intérêt ou pas d'utiliser le logiciel PHPP qui est assez technique et elle veut savoir est-ce que c'est pour elle, est-ce que c'est pour qui, à qui est-ce qu'il s'adresse ce logiciel et comment est-ce que, enfin plutôt, elle veut comprendre l'intérêt de l'utiliser. Donc ça, c'est peut-être un point intéressant. Alors, l'intérêt de l'utiliser, je vous ai mis un tableau intéressant là sur l'écran, j'espère que vous le voyez. Oui, Bon, alors, n'importe n'importe quel particulier qui est capable de remplir des feuilles d'Excel et puis de jouer sur les cases et de remettre ce qu'il faut dedans, est capable de s'en servir. Et un des grands intérêts, c'est ce que vous avez sous les yeux. Vous voyez la colonne qui s'appelle part de déperdition de chaleur par conduction. Ça vous liste toutes les déperditions, les fenêtres, orientation par orientation, les murs, le sol, le plafond. Et là, vous voyez que dans cet exemple-là, eh bien, alors, les parties hautes, les 1, 2, 3, 4, 5 premières colonnes, c'est, comment dire, les fenêtres. Et vous avez les murs, c'est 25%. Vous avez le plafond, c'est 18%. Et vous avez le sol, c'est 24%. Alors, c'est tout bête, c'est-à-dire que ça vous permet de savoir si vous avez, par exemple, un plafond avec 55% de déperdition. Vous allez dire, oh là là, il faut que je rajoute de l'isolant. Mais si vous voyez un plafond avec, si vous rentrez à l'aveugle, vous allez rentrer, je sais pas moi, c'est un truc que j'ai vu récemment, 50 centimètres de cellulose dans le plafond. Vous rentrez le truc et vous apercevez que ça fait 5% des déperditions dans le plafond. Vous dites, je mets peut-être un peu trop de cellulose parce que, en comparaison, bah, je vais avoir 40% de déperdition dans le sol, 30% dans les murs, etc., etc. Donc, ça vous permet d'équilibrer les déperditions en sachant que, en fonction du matériau que vous allez mettre et de son prix, au mètre carré ou au mètre cube, eh ben, c'est pas la peine d'en mettre trop. Ou si vous en mettez trop d'un côté, pour rester dans l'équilibre, il faut en mettre trop ailleurs. Donc vous en mettez plus, vous allez avoir une meilleure performance. Mais là, c'est un choix de performance globale de la maison. Et surtout, vous n'allez pas perdre, hein. Après, sur les fenêtres, bah, c'est un peu pareil. Si vous mettez un vitrage, double vitrage de merde, pour dire simple, vous allez avoir des déperditions sur une paroi vitrée de l'ordre de 40%. Vous dites là, ah non, non, ça vaut le coup de changer les fenêtres. Ça permet aussi de savoir, alors en rénovation, c'est pas trop le cas, j'insiste pas, mais quand on fait l'état des lieux avec ce logiciel, vous savez, en rénovation, il y a toujours une tendance qui consiste à dire recommencer par changer les fenêtres. Sauf que quand vous avez une maison avec beaucoup de murs et peu de fenêtres, l'impact de déperdition des fenêtres, ça peut être pas grand-chose, même avec des mauvaises fenêtres. Donc c'est pas forcément intéressant de commencer par là.
Et Voilà, du alors je ne sais coup, pas si c'est ben, suffisant de dire ça, mais c'est déjà un élément important. Deuxième élément important, et là je vais passer, attendez, excusez-moi, je vais passer à la feuille chauffage alors sans pour vous rentrer de nouveau dans montrer. le détail technique, Bernard, parce que Non, oui, l'idée, non, c'est pour donc, donner une idée. C'est un petit schéma qui vas-y. permet de voir. Attendez, excuse-moi. Voilà, voilà ce que vous permet de savoir le logiciel. Le besoin en chauffage, c'est-à-dire l'apport que vous devez faire. Les apports de chaleur interne, c'est-à-dire vos 75 watts personnels, hein. Les apports solaires, la ventilation, les fenêtres, la toiture et le plancher en contact avec l'air, les parois en contact avec le sol et les parois avec l'air extérieur. Donc, alors, est-ce que moi je peux réduire? Oui, je peux réduire. Voilà le schéma d'une maison. Vous voyez que dans cette maison, eh bien, le maximum de chauffage, c'est le soleil. Ça, c'est l'apport personnel. Et le besoin en chauffage, le voilà. C'est-à-dire pas grand-chose. Donc, c'est une maison qui n'a pas de chauffage. C'est une maison dont le chauffage principal, c'est le soleil. Et si on veut voir sur le plan, comment dire, mensuel, vous voyez là les sucres jaunes, là? Oui, Vous les voyez? oui. Alors, c'est pareil, je vais le recentrer. Peut-être agrandir un peu. Vous Normalement, voyez si le tu tapes jaune, sur c'est ton les apports clavier, solaires. Comment? normalement, si tu tapes sur ton Et clavier la touche F12, ça te fait une vue présentation F12, sur le clavier. si tu le dis, ah ben non, moi c'est un haut-parleur. Ah, bon, ok. Bah, autant pour moi alors. Non, F11, pardon, F11. Alors, non, mais je peux grossir un peu, hein. Donc là, vous avez le total des déperditions, hein, qui est calculé. Là, vous avez les apports solaires mois par mois. Et là, vous avez les besoins de chauffage, ils sont là. Donc, janvier, février et novembre, décembre. Donc, cette maison, en puissance de chauffage, parce que ça, c'est aussi important, elle a besoin d'un apport de 1366 watts. C'est-à-dire, c'est une maison de 140 mètres carrés, il faut un petit convecteur pour chauffer toute la maison pendant 3 mois. Enfin, pas 3 mois cumulés, mais voilà ce que se permet, se permet le logiciel. C'est très difficile de le faire si on n'est pas appuyé par ce logiciel pour arriver à cette performance. Et on est sur une maison qui n'est pas une maison qui va coûter plus cher qu'une maison normale. Donc, c'est ça l'intérêt. Et Ok. pour vous Donc, donner, pour que vous puissiez vous rendre compte, je vais rezoomer un peu à l'envers et vous allez voir. Alors, voilà le tableau qui vous dit, vous avez toutes les pertes d'abord, hein.
les pertes aéroliques, la ventilation, les pertes de puissance totale qui sont liées aux déperditions de la maison. Après, vous avez les apports solaires, ici, 398. Vous avez les apports internes, qui sont importants, hein. Vous avez le frigo, le congélo, etc. C'est de la chaleur en interne. Et puis vous, le total des apports internes. Après, la puissance de chauffage, 1304 watts. Puissance spécifique liée, parce qu'il y a une pondération. Voilà, ça vous fait 1366. Hmm. Ok. Donc, Donc ça, je vous fiche mon billet. Enfin, moi, avant d'avoir ce logiciel, quand je faisais les choses au doigt mouillé, j'arrivais à des performances moindres et un total plus cher, si vous voulez, au niveau de la maison. Parce que pour des erreurs de dimensionnement, de surdimensionnement, par exemple, de la capacité, comment dire, de certains murs, parce que vous aussi, vous pouvez aussi décider que le mur sud, vous l'isolez moins que le mur nord. Ça peut jouer aussi, tout ça, dans les économies liées à la maison. hmm. Et du coup, pour Et ça résumer permet à aussi, Nathalie enfin, pas dernière chose, le, ah, la pardon, oui, réponse à sa question, pardon Bernard, l'idée, c'est donc qui peut utiliser ce logiciel? Il peut être utilisé par tout le monde. Si vous comprenez un petit peu Excel et que vous arrivez à rentrer les données de matériaux que vous utilisez et les dimensionnements, vous pouvez utiliser ce logiciel. Donc toi, Bernard, tu dis que même en tant qu'architecte, en utilisant ce logiciel, enfin, que ce logiciel te donnait on va dire, des conceptions qui étaient plus pertinentes qu'en ne l'utilisant pas. en absence de logiciel, oui. Bien sûr. Et du coup, pour compléter la réponse à Nathalie, en termes de, au final, qu'est-ce qu'elle gagne ou comment ça a été écrit, quel est l'intérêt à utiliser ce logiciel? Souvent, on pense intérêt en énergie. Énergie, on pense énergie financière. Donc, toi, est-ce que tu peux, d'une manière ou d'une autre, au doigt mouillé cette fois-ci, estimer le gain potentiel ou les économies potentielles qu'on peut faire avec ce logiciel pour une maison standard? Alors, euh, attends, arrête-toi. Euh, Maison standard, enfin, Je sais que ça ne veut rien dire, mais l'intérêt, oui, c'est-à-dire que l'intérêt du logiciel, c'est si on veut aller plus loin que le standard dans les économies d'énergie. Donc, si on veut faire du standard, on fait du standard, bah, je- on met ce qui se fait et puis c'est tout. Enfin, je veux dire, j'entendais de dimension standard, oui. ouais. Mais si on veut aller plus loin, alors je ne sais pas si les gens qui sont là comprennent bien ce que ça veut dire des kilowattheures par mètre carré par an, enfin, ou des dépenses de kilowattheures. Là, dans ce qui nous concerne, là, si je reviens là, euh, attends, excuse-moi, on a, comment dire, une maison qui a, enfin, pour être chauffée avec ce que je vous ai dit par rapport à la performance solaire importante, le résiduel, c'est 812 kWh par an. Alors, si ça vous dit quelque chose, on a souvent tendance dans une maison à consommer 1000 kWh d'électricité, hein, sans chauffage, je veux dire. Donc, le résiduel, même si on chauffe à l'électrique, c'est peanuts dans l'économie générale de la maison. Et ça, c'est à vie. Et c'est ça que je trouve formidable. C'est pour ça que moi, je continue à prêcher partout et pas dans le désert, heureusement, c'est ça qui est sympa. C'est que quand vous avez établi et construit une maison sur ces bases-là, vous fichez de l'augmentation du prix de l'énergie. C'est le soleil qui va vous chauffer à vie, avec un petit apport. Alors, apport, ça peut être un poêle à bois
avec des bûches, ça peut être une résistance électrique parce que franchement, quand vous avez une dépense de 812 kWh pour l'année, franchement, faut pas s'embêter, hein. Donc voilà, c'est comment dire, si on veut aller fouiller pour effectivement avoir une maison qui vous coûte rien en chauffage, bah ça vaut le coup de s'investir un petit peu, mais comment dire, avec une petite aide, en 2 jours, on s'est plié, hein, une étude PHPP, hein. Mais surtout, ça va vous donner. Alors après, le niveau d'exigence et de performance, c'est quand même lié à l'investissement global que vous allez faire dans la maison. Mais si vous partez sur une isolation paille, par exemple, que vous faites en chantier participatif, les trois quarts de votre problème d'isolation, c'est déjà résolu. Alors, et au-delà, bah, c'est ne pas oublier un parapeur désolidarisé de la paille, un, comment dire, une isolation du sol importante. Si vous faites, par exemple, vous voulez un vide sanitaire, pour des tas de raisons, vous êtes sur vide sanitaire, pensez que le vide sanitaire, c'est une paroi en contact avec l'extérieur. Donc, il faut mettre autant d'isolant, enfin quasiment autant d'isolant dans le sol que dans les murs. Voilà. Et ça, très vite, quand vous rentrez les données dans le PHPP, ben vous le savez. Si votre sol est à 40% de déperdition, vous dites oh là là, je fais quelque chose, j'en rajoute. Et idem pour le confort d'été, pour éviter d'avoir une clim en été parce que la maison va surchauffer, bah, les feuilles d'alu en extérieur, le puits climatique. Dans le logiciel, vous rentrez le puits climatique ou vous ne le mettez pas. Bon, bah, vous allez voir tout de suite la différence. Est-ce que vous mettez une double flux, une simple flux? Vous rentrez l'un ou l'autre et vous voyez la différence. Et après, vous choisissez, mais vous choisissez en connaissance de cause, pas à l'aveugle. Ok. Et du coup, Manu demande, on aurait dû le dire tout de suite, est-ce qu'il y a une licence à payer pour cette feuille? Est-ce que ça marche sur LibreOffice? Est-ce qu'il y a des formations en ligne ou en MOOC? Et par qui est édité ce logiciel? Je réponds tout de suite à la Alors, formation. Je vous mets dans les commentaires le lien pour la formation de Bernard. Qui d'ailleurs, Bernard, tu voilà. pourrais nous dire aussi, enfin si tu veux en parler, cette formation, quand est-ce qu'elle a lieu et où elle a lieu? Alors, elle a lieu le 2 et 3 mai à Veyssac, à côté de Montauban, avec hébergement sur place, sur 2 jours. Alors, le logiciel, donc, Twiza doit se débrouiller à voir avec la maison Passif de France pour ce qui concerne la licence. Moi, là, dans le cadre de la formation, et je le donne à tout le monde, j'ai une copie du logiciel 2007, notamment qui est très intéressant parce qu'il y a encore tous les vieux matériaux, donc pour faire des bilans dans des rénovations, c'est très intéressant. Et bien sûr, aujourd'hui, ce qui est vendu, c'est un logiciel qui est beaucoup plus, dans lequel il y a beaucoup plus de matériaux récents qui sont rentrés. Et donc, mais bon, je sais même pas parce que moi, je m'en suis arrêté au 2008. Après, ça m'intéressait plus d'avoir, parce que pour mon usage personnel, hein, qui est de prédéterminer des solutions thermiques, j'ai pas besoin. Après, de toute façon, moi, je renvoie ce que j'ai fait au bureau d'études et le bureau d'études, il se débrouille pour que ça passe dans la RT 2020. Et donc, je peux fournir ce logiciel. Autrement, à l'époque, je crois qu'il valait 250 euros, hein. Alors, aux dernières nouvelles, il faut que je vérifie, je vais le vérifier. Enfin, moi, quand je l'utilisais, il y avait un problème de chaînage entre les feuilles quand on avait LibreOffice. Il faut que je vérifie logiquement, mais sur un Excel de la même période, Excel 2007-2010, ça marche très bien. Là, aujourd'hui, c'est foireux pour moi, Excel, parce que comme je suis en Excel 365, j'ai besoin d'Internet pour utiliser, parce qu'il faut aller sur le site. Comme évidemment, j'ai une bande passante assez faible, et ben, ça bloque, ce qui a amené un certain nombre d'ennuis dont vous avez eu les conséquences.
Voilà, donc là, je l'ai ouvert avec LibreOffice. Ça s'ouvre, hein, il n'y a aucun problème. Après, je ne suis pas certain que le chaînage marche correctement. Mais ça, je vais le vérifier. Ok. Et Lucho demandait, est-ce que ce logiciel ou cette approche avec le logiciel complète ou fait doublon avec une étude thermique réglementaire? Alors, elle n'a pas la même fonction. L'étude réglementaire vous explique votre maison et puis vous la classe en A, B, C, D, etc. Alors, au passage, on ne sait pas, parce que c'est dans le moteur central du logiciel qui fait les calculs, on ne sait pas exactement comment l'attribution des lettres se fait et sur quels critères. Mais ça ne vous permet pas de vous projeter dans ce que vous allez faire dans la maison. Vous ne pouvez pas dire si je mets tel matériau, est-ce que je vais être en B ou A. Si je mets non. Votre étude, elle est faite a posteriori, une fois que la maison existe, ou en théorie, sur la base de l'étude thermique qui a été précédemment faite. Mais vous n'avez pas la possibilité de faire varier les paramètres pour arriver à l'optimum d'économie. C'est ça le problème. Donc moi, je m'en sers pour prédimensionner, hein, pas partir à l'aveugle, et après, bah, comment dire, le bureau d'études fait son boulot pour que ça passe dans la RT. Ok, super. Et Nathalie demande, euh, en termes de réno du bâti ancien, voire très ancien, et réno du neuf, est-ce que ça fait une différence si on veut utiliser ce logiciel? Bah oui, parce que ça permet de faire un bilan précis de l'existant. Alors, je vous donne un exemple. Moi, j'ai travaillé sur une vieille maison, c'était à Blois, où les gens avaient fait déjà, ils avaient mis 30 centimètres de laine de verre dans les murs, ils avaient fait une peinture isolante sur l'extérieur, c'était des murs en pierre, et ils se caillaient au rez-de-chaussée de façon atroce. Bon, et j'ai rentré les données, et on s'est aperçu que bah, le plancher, c'était de la ferraille, des IPN, avec des voûtins en briques et un carrelage dessus. Donc, quand je leur ai montré qu'il y avait 60% des déperditions qui passaient par le plancher, ils n'avaient jamais pensé que le plancher pouvait être tant déperditif. Donc, je leur ai préconisé de mettre des panneaux de chanvre en 120 mm accrochés sur leur plancher de rez-de-chaussée, et l'affaire a été pliée. Voilà. Ok. Ok, bah écoute, là on a fait un petit peu le tour des questions qui concernaient le logiciel, il me semble, dans les commentaires. J'ai parcouru aussi les questions qui nous avaient été envoyées en amont et je vois Ouais. que finalement beaucoup de ces questions sont ou ben, seraient comment on va dire, les conséquences directes de l'utilisation du logiciel et que la plupart de ces questions, il faudrait faire des simulations à chaque fois, donc on va pas pouvoir passer toutes les questions. Mais là, il y en a une qui concerne le hérisson ventilé au niveau du sol. Est-ce que le logiciel serait en mesure de faire la différence avec, entre un hérisson et une dalle, par exemple? Alors, le hérisson, c'est ça se rentre comme la Terre, c'est exactement pareil. C'est quelque chose qui est à la température de la Terre. Donc, hérisson ventilé, très bien, pourquoi pas, mais là, c'est un autre problème. Au-dessus, il faut mettre de l'isolant. Voilà. Le hérisson ventilé, l'intérêt, c'est que ça assainit tout le sous-sol de la maison. C'est-à-dire, ça évite d'éventuelles remontées d'humidité dans les murs, etc., etc. Donc, c'est bien, un hérisson ventilé. Mais le hérisson ventilé n'est pas isolant, sauf, vous pouvez le faire avec du mise-à-port ou, enfin, disons, du verre soufflé en granulat. Là, vous allez avoir un matériau isolant et effectivement, mais il faut le faire avec ce matériau-là. Il ne faut pas considérer que des galets ou n'importe quel concassé de carrière va, comment dire, apporter quoi que ce soit au niveau thermique. Et alors, j'en profite pour dire que le Misapor, enfin, c'est la marque que je connais, mais il y en a d'autres, hein, c'est très bien,
mais c'est pas un très beau matériau isolant. De mémoire, ça doit être 0,06 de lambda, hein. C'est-à-dire que par rapport à un bon isolant, il faut en mettre le double d'épaisseur. Euh, si logiquement on prône de mettre 10 centimètres d'isolant, ben, en mise à port, il faut en mettre 20. Si on vous dit d'en mettre 20, il faut en mettre 40. Voilà. Ok, ok, top. J'ai lancé un sondage pour vous. À ce stade, quel est le plus gros point de blocage? Voilà, quand vous pensez à l'isolation de votre projet, est-ce que option un, je pense que oui, c'est bon, le sondage est là. Est-ce que le blocage, c'est d'enfermer l'humidité et la peur que les murs pourrissent? Est-ce que c'est le coût des isolants qui sont posés au hasard, enfin, on va dire au doigt mouillé, comme on a dit dans l'énoncé? Est-ce que c'est avoir une maison qui devient four l'été, avec le confort d'été qui n'a pas du tout été anticipé? Et, ou bien est-ce que c'est ne pas être dans les clous vis-à-vis de la réglementation et des aides? Ça peut être intéressant comme sondage. Donc, Mm. qu'est-ce qui vous, à votre niveau? Après, je pense qu'il y a quelques professionnels quand même parmi vous qui seront peut-être moins concernés par cette question, mais et du coup, bah, j'ai regardé les autres questions et effectivement, en fait, c'est toutes des questions qui sont spécifiques et qui n'intéresseraient bah, finalement pas 95% d'entre vous parce qu'elles sont spécifiques à des chantiers en cours ou des chantiers particuliers. Donc, on ne va pas passer particulièrement par là. Est-ce que Bernard, toi, tu vois d'autres exemples de malfaçons, on va dire, faites avec bonne intention, ou alors des idées reçues qu'on peut avoir dans cette pratique de la conception et du calcul de ces isolants. Quelque chose que tu n'as pas déjà dit parce que tu as déjà bien fait le tour du sujet, mais peut-être pour clore doucement, est-ce que tu vois des choses qui sont récurrentes et que Ce tu que aimerais? j'aurais tendance à dire, c'est que surtout, arrêtez de raisonner en silo, hein. Je parle des fenêtres, je parle des isolants, je parle de la structure de mon carrelage, je parle de ça. Non, essayez de penser globalement l'enveloppe de la baraque. C'est le premier truc et d'essayer de trouver des choses équilibrées. C'est une fois qu'on rentre dans cette logique-là, on va s'en sortir de façon positive. Et pensez toujours que ce qui compte, le principal, c'est que la chaleur que vous emmagasinez dans la maison ne ressorte pas à travers une passoire que vous auriez oubliée, quoi. Après, ben, après, effectivement, on rentre. Il y a beaucoup de choses à dire sur la ventilation. On peut. Alors, moi, j'ai tendance à dire en maison neuve, partez quand même sur des doubles flux. C'est pas forcément la ruine et puis c'est pas forcément dur à installer. Après, il faut faire attention pour être dans les clous sur ce qu'on fait, mais c'est pas très compliqué. Euh, et puis je pense que chez Twiza, il y a suffisamment de professionnels pour vous éviter des erreurs magistrales dans la conception, enfin dans la réalisation, quoi. Moi, par rapport là je pense, par exemple, sur ce qu'on disait sur le vitrage, euh, c'est- je- essayez de partir de votre enveloppe financière et puis par itération successive, vous voyez, pour avoir, il y a, la marge de manœuvre, c'est est-ce que je fais plus de mètres carrés, je fais une chambre en plus, ou est-ce que j'en fais moins, mais j'isole bien, mais je me réserve dans mon plan la possibilité de faire une extension. Là, moi, je travaille avec des gens, ils sont partis sur cette idée-là. Ils font deux chambres avec possibilité d'en faire deux autres plus tard en extension. Ça limite les coûts, ça limite la structure. C'est lui qui veut faire sa charpente. Il sait qu'il a des capacités limitées. Il va pas partir sur des machins avec des super poutres en lamellé collé qui pèsent 2 tonnes. Voilà. Mais on va partir là-dessus. S'auto-limiter aussi, mais ne pas renier sur l'isolation parce que, encore une fois, c'est des économies à vie. Mm, tout à fait, tout à fait, sur la durée de vie de la maison. Je fais un petit retour sur le sondage. Donc,
clairement, c'est enfermer l'humidité et bloquer la paroi, donc bloquer l'humidité dans les parois qui vous préoccupent le plus dans votre projet. Et ensuite, à égalité, le coût de l'isolant et puis le confort d'été. Et en tout dernier, ne pas être dans les clous au niveau de la réglementation. Merci d'avoir répondu Alors, à ces sondages. sur l'humidité, euh, il y a deux choses. Soit vous choisissez un mur perspirant, c'est-à-dire qu'avec un frein vapeur à l'intérieur et un pare-vapeur à l'extérieur, un pare-pluie qui va avoir une transmissivité de vapeur inférieure au frein de vapeur. Là, c'est classiquement ce qu'on va faire dans des maisons en pierre, des maisons anciennes. Vous faites un mur perspirant. Et il faut jamais que le pare-pluie soit plus étanche à la vapeur que le frein à vapeur à l'intérieur. Maintenant, vous pouvez opter pour des murs étanches, auquel cas, c'est la ventilation qui évacue l'humidité. Et ça marche très bien, mais c'est la ventilation qui fait évacuer l'humidité. C'est comme le chien, il ne transpire pas par la peau, il transpire par la langue. C'est pareil. C'est un choix, pas forcément un choix de départ, hein, vous pouvez basculer de l'un sur l'autre, mais encore une fois, c'est pas y a pas, comment dire, c'est une fois que vous êtes rentré dans ce choix, il faut aller au bout. Mais on peut très bien faire du mur étanche avec de la paille, on peut très bien faire du mur perspirant avec de la paille. Après, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Si vous avez un pare-pluie étanche, eh ben, c'est une lame d'air entre les deux qui fait que cette lame d'air est légèrement ventilée et ça fait qu'il n'y aura pas de condensation. Et puis sur la paille, de toute façon, vous mettez au moins un enduit de terre pour éviter les problèmes d'incendie, etc. Donc, voilà. Donc la terre peut absorber un peu d'humidité, enfin, c'est pas un souci. Alors ça pour l'humidité. Pour ce qui est l'achat ruinant ou ruineur des isolants, oui, faut y réfléchir à deux fois. Alors, le meilleur isolant, franchement, c'est la paille, hein. C'est excellent, la paille. Et c'est pas cher. Et en plus, si vous le faites par vous-même ou en chantier participatif, bon, c'est pas de loin le plus important. Maintenant, ne vous faites pas rouler par les isolants minces. Alors là, je vais faire mon petit couplet. Je vous ai expliqué que le principe de l'isolant mince, ça marche par, comment dire, enfin miroir sur les rayons infrarouges. On est d'accord. Vous mettez une feuille d'alu, de l'infrarouge d'un côté, il ne passe pas, ou 85% sont éliminés. Bon, il reste 15% qui passent, on s'en débrouille. Maintenant, l'alu, on a dit, c'est effectivement conducteur. Donc, que font les isolants minces? Ils vous disent, bon, on a cette feuille d'alu extérieure, on va mettre une petite mousse de 2 millimètres d'épaisseur et on va mettre une deuxième feuille d'alu. Sauf que cette petite mousse de 2 millimètres d'épaisseur, elle est fortement conductrice, contrairement à ce qu'on croit. Elle est effectivement très légèrement isolante, mais comme elle est très mince, c'est peanuts son isolation. Donc les 15% qui restent vont se transmettre, et ainsi de suite. Et on va vous rajouter 3 feuilles, 10 feuilles, 5 feuilles, 9 feuilles. Et au bout du compte, on va vous vendre un matériau cher, alors que avec deux feuilles d'alu limitées par comment dire, des lames d'air de l'ordre de 15 millimètres, parce qu'il ne faut pas descendre en dessous. C'est difficile dans le bâtiment d'être sûr que les isolants ne vont pas se toucher à 15 millimètres, il faut tendre, hein, bien. Bon. Mais vous avez deux feuilles d'alu avec 15 millimètres de départ, et puis là, vous avez déjà l'équivalent de allez, 160 millimètres de chanvre, hein. Donc en complément, moi je fais beaucoup de maisons avec 145 millimètres de laine de bois dans les murs, deux comment dire, parois alu en intérieur, séparées les unes des autres par les lames d'air, une lame d'air extérieure avec un alu, et puis une finition placo ou comment dire, le truc
faire ma selle, hein, voilà, ou du lambris, etc., etc. Et avec ça, j'ai des murs qui vont faire 8,5 de R, si ça parle à des gens, pour une épaisseur totale de mur de 30 centimètres. Mais j'en ai fait aussi avec 30 centimètres d'isolation en laine de bois, mais ça coûte pas le même prix. Et ça, c'est le client qui dit il veut ou il veut pas. Si vous êtes votre propre client, regardez et faites le tour de la question. Mais très franchement, si vous faites notre maison, pensez à la paille. Ok. Et si vous faites votre maison, pensez aux formations de Bernard aussi. Je me permets la transition, j'ai partagé l'écran ici. Si vous avez des questions, alors pas forcément parce que vous voulez faire la formation tout de suite ou autre chose, mais si vous avez des questions concernant le travail de formation qu'on fait, vous pouvez, j'ai mis le lien dans les commentaires, vous pouvez cliquer là-dessus. Il vous suffit juste de dire quelle est votre intention, poser la petite question qui va bien, et puis on revient vers vous avec les Euh, réponses. je voudrais juste ajouter que je l'ai écrit dans la formation, mais je le dis ici. Les gens qui suivront la formation, moi, j'assure gratuitement le service après-vente. C'est-à-dire, si quelqu'un doit faire son propre calcul pour sa propre maison, je l'assiste sans problème par Internet. Bon, voilà, donc une grosse plus-value aussi. Et donc, vous avez partagé dans les commentaires que le logiciel était à 360 ou 390 euros. Donc, à savoir que si besoin, Bernard peut aussi vous passer une version qu'il utilise, qui est certes un peu plus ancienne, mais qui est très fonctionnelle. Donc, la formation est là. Pardon, je vous ai pas mis le lien dans les commentaires. Hop, c'est parti. Et puis, qu'est-ce que je voulais aussi vous partager? Hmm, eh bien que le replay sera disponible sur le forum, ça c'est ici, et puis que bien sûr on a aussi d'autres formations. Alors là je fais un petit peu l'auto-promo puisque voilà, on a besoin aussi de vous, de savoir que vous savez. Donc tout ce qui est ici sur la page formation, vous trouverez toutes les dates, tous les différents thématiques de formation. Donc ici c'est les enduits et revêtements, bâtir en terre, le bâti ancien, la construction pareil, justement, on a une formation sur le grèbe donc, commence le 10. Et voilà, comme ça, je suis sûr que vous avez toutes les informations. Je pense que vous ne m'en voudrez pas de vous le rappeler. Et puis, on va arriver tout doucement au bout de cet entretien. Est-ce que, Bernard, tu voudrais peut-être lancer un mot de la fin pour bien marquer les esprits et puis faire passer un message, parce que je sais que tu es quelqu'un de très engagé et de militant, donc Ah, voilà, est-ce que tu as envie de... voilà, moi je suis de clore. un militant du soleil. Exactement. Non, mais on a le bonheur en France d'avoir suffisamment de soleil euh, pour, comment dire, se dire que, moi, il me semble très franchement qu'une construction neuve aujourd'hui, il faut à minima qu'on ait 50% d'apport solaire dans le chauffage. Ça me paraît un objectif tout à fait réaliste et atteignable sans, encore une fois, le prix, bah, vous avez raison de mettre en avant le prix des matériaux, hein, notamment les matériaux isolants. On n'est pas obligé de prendre des matériaux hyper chers. On a leur capacité isolante, on sait l'épaisseur qu'il faut mettre pour avoir l'isolation. Et encore une fois, je vous dis, si vous avez vraiment pas beaucoup de sous, faites de la paille et débrouillez-vous avec ça. Euh, Faites de la y paille pour avoir un compris, beau petit U. ben oui, on a un beau petit U avec de la paille. Là, je vous ai mis la ventilation estivale parce que ça permet aussi de regarder le confort d'été, hein. Et là, vous voyez que ma maison, alors effectivement, avec des occultants qu'on met là sur les surfaces vitrées, eh ben, on sait, avant que la maison se construise, qu'on aura 0,1% de surchauffe à 25 degrés l'été. Voilà. Et bah, tant qu'on ne l'a pas obtenu, au lieu de dire oh, bah, je verrai ça plus tard, on se prend le chou, on réfléchit, on pose des questions, on appelle des copains et on dit mais comment tu fais pour bah voilà et puis on va trouver la solution, on le rentre dans le logiciel et quand on voit apparaître ça, bah, on se dit bon bah là on est content, on a trouvé la solution.
Yes. Eh ben écoute, merci beaucoup Bernard pour ça. Merci beaucoup pour l'énergie dépensée, notamment au début de live pour arriver à te connecter. Donc tu as fait tout ce que tu pouvais et je t'en Oui, et remercie. moi, je suis absolument désolé de ce contretemps informatique. Non, non, je C'est pense que ça vraiment s'est très bien pénible. passé. Bah, on peut demander dans les commentaires, est-ce que ce live et cette intervention de Bernard vous a été utile? Est-ce que vous avez appris des choses intéressantes et pertinentes? N'hésitez pas à lui dire, n'hésitez pas voilà, à remercier parce que c'est vrai que c'est un effort et c'est pas évident de communiquer comme ça pendant plus d'une heure. Il est quelle heure? Il est bientôt 14 heures, donc ça va faire plus d'une heure et demie. Donc merci, regarde, tout le monde est très reconnaissant, Bernard, donc bravo pour ça, merci beaucoup. Et puis moi, Merci pour votre écoute attentive. exactement, et Parce studieuse, que moi, je voyais vos têtes. Donc, je voyais s'il y en avait qui regardaient leur téléphone portable ou s'il y en avait qui s'intéressaient. exactement. Donc, eh ben écoutez, sur ces remerciements, je vous souhaite à tous un très bon week-end. Bernard, on reste en contact, et puis pour le reste, vous le savez, si vous avez des questions, le lien est dans les commentaires, c'est avec plaisir que je reviendrai vers vous. Plus aujourd'hui. Peut-être lundi matin, peut-être mardi matin, mais n'hésitez pas à poser vos questions. Euh, je reviens toujours vers vous. Prenez soin de vous et à bientôt. Bonne journée, bon week-end à vous. Au revoir.